Je voudrais vous remercier beaucoup d'être là, et puis toi de m'avoir si gentiment invité. C'est pas la première fois que tu m'invites d'ailleurs dans la vallée, mais dans cette auguste demeure, c'est la première fois. Je n'ai pas un mot particulier à dire, sinon peut-être reprendre rapidement ce que tu viens d'évoquer. Le romantisme dont tu parles, et qui est cher à nos cœurs, au vôtre aussi probablement, il n'est pas uniquement post-soviétique, il est surtout russe. Il est en fait ce comportement à l'égard de l'existence que j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai très bien réussi, mais que j'ai essayé d'évoquer dans ce livre Bérésina, ce comportement à l'égard de l'existence qui est une tentative de faire de tout moment une sorte de célébration un peu extravagante, plutôt que d'essayer de remettre à demain les occasions de vivre. Et également de ne pas trop s'arc-bouter à ce qui s'est passé. Voilà, alors quand on se maintient dans l'existence, entre une désinvolture à l'égard du passé et un grand appétit de ce qui est en train d'advenir, comme par exemple ce que nous vivons ce soir, eh ben on se rend compte qu'on se sent mieux en Russie que, je ne sais pas moi, à l'école polytechnique de Zurich, par exemple. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu évoquais, et puis après j'en finirai, tu évoquais ces écrivains, tu as parlé de Kerouac, tu as parlé de Sandras, tu as parlé de Jack London, ces écrivains du réel, ces écrivains qui écrivent ce qu'ils éprouvent. Alors je dois dire que je ne sais pas si j'aimerais évidemment appartenir à leur famille, mais je crois qu'hélas je n'appartiens pas à leur famille, ou alors sinon comme une espèce de petit cousin un peu raté, mais j'aimerais évidemment, en tout cas je me sens de cette école-là davantage que de l'autre école qui est celle de l'imagination. Il y a des écrivains qui ne vivent rien et qui créent des univers. Il y a Proust, quoi, qui toute sa vie il a toussé dans ses draps, et puis il a inventé un univers, alors qu'il y en a qui sont obligés de faire 3 fois le tour du monde comme Kessel pour écrire des livres, et les deux finalement font de la littérature, mais évidemment avec des expédients tout à fait différents. Et ben moi je ne suis pas un écrivain d'imagination. J'admire toujours les écrivains qui disent oui j'ai inventé un personnage et puis mes personnages m'ont échappé. Ah bon bah écoutez c'est vraiment formidable, bravo. Moi je n'arrive pas. Si j'invente un monsieur avec une dame et puis un autre monsieur dans un placard, comme il se passe toujours dans les histoires qu'écrivent les écrivains, et ben voilà, ça s'arrête là, puis je mets un point final et ça ne fait pas d'histoire. Donc je suis obligé de vivre les choses, et c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis parti sur les routes pour refaire l'itinéraire des grognards de la grande armée de Napoléon. Juillet, terre de Baffin, 6 mois avant le départ. Les idées de voyage jaillissent au cours d'un précédent périple. L'imagination transporte le voyageur loin du guêpier où il s'est empêtré. Dans le désert du Negev, on rêvera au Glen écossais. Sous la mousson, au Hogar. Dans la face ouest des Drus, d'un week-end en Toscane. L'homme n'est jamais content de son sort. Il aspire à autre chose, cultive l'esprit de contradiction et se propulse hors de l'instant. L'insatisfaction est le moteur de ses actes. Qu'est-ce que je fais là? Est le titre d'un livre et la seule question qui vaille. Cet été-là, nous frôlions chaque jour des icebergs plaintifs. Ils passaient tristes et seuls, surgissant du brouillard, glaçons dans le whisky du soir. Notre voilier, la Poule, voguait de fjord en fjord. La lumière de l'été, brouillée par la vapeur, allaitait jour et nuit les côtes de Baffin. Parfois nous accostions au pied d'une paroi de 600 mètres plantée dans l'eau. Alors, déroulant nos cordes, nous nous lancions dans des escalades. Le granit était compact, il fallait pitonner ferme. Pour cela, nous avions Daniel Dulac, le plus vaillant d'entre nous. Il était à l'aise pendu au-dessus de l'eau, davantage que sur le pont du bateau. En ouvrant la voie, il délogeait des blocs. Les rochers nous fusaient dans le dos et claquaient l'eau avec un bruit d'uppercut dans une mâchoire coupable. Cédric Gras suivait, soulevé par cette vertu, l'indifférence. Moi, je redoutais de redescendre. À bord du bateau, l'atmosphère n'était pas gaie. Dans le carré, chacun lapait sa soupe en silence. Le capitaine nous parlait comme à des chiens et nous prenait le soir pour son auditoire. Il fallait subir ses hauts faits,
l'entendre dérouler ses vues sur cette science dont il s'était fait le spécialiste, le naufrage. Il y a comme ça des Napoléons du minuscule. En général, ils finissent sur des bateaux, le seul endroit où ils peuvent régner sur des empires. Le sien mesurait 18 mètres. Un soir, avec Gras, nous nous retrouvâmes sur le pont avant. Des baleines soupiraient à la proue du bateau, nageaient mollement, roulaient sur le côté. La vie des gros. Faut renouer avec un vrai voyage, mon vieux. J'en ai marre de cette croisière de mormons, dis-je. Un vrai voyage, c'est quoi, dit-il. Une folie qui nous obsède, dis-je. Nous emporte dans le mythe. Une dérive, un délire, traversé d'histoire, de géographie, irrigué de vodka. Une glissade à la Kerouac. Un truc qui nous laissera pantelants, le soir, en larmes, sur le bord d'un fossé, dans la fièvre. Ah, fit-il. Oui. Cette année en décembre, toi et moi, nous devons aller au Salon du Livre de Moscou. Mais pourquoi ne pas revenir à Paris en sidecar? À bord d'une belle Oural de fabrication russe. Toi, tu seras au chaud dans le panier, tu pourras lire toute la journée. Et moi, je piloterai. On part de la place Rouge. On enquille plein ouest vers Smolensk, Minsk et Varsovie. Et tu sais quoi? Mais non, dit-il. Cette année, ce sont les 200 ans de la retraite de Russie, dis-je. Pas possible. Pourquoi ne pas faire offrande de ces 4000 kilomètres aux soldats de Napoléon, à leurs fantômes, à leurs sacrifices? En France, tout le monde se fout des grognards. Ils sont tous occupés avec le calendrier Maya. Ils parlent de la fin du monde sans voir que le monde est déjà mort. Ah, pas faux, dit Gras. C'est à nous de saluer la grande armée, dis-je. Il y a 2 siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou. Mais ça a été une effroyable boucherie, dit-il. Et après, ce sera un voyage de mémoire. On frôlera aussi quelques catastrophes, je te le promets. Alors d'accord. Il s'écoula un moment. Priscilla nous rejoignit à la proue. Elle était de tous nos voyages, avec ses boîtiers photos, ses huiles essentielles et ses gestes de yogi. On la mit au courant du projet. Un soleil cyanosé rôdait à l'horizon. La mer était d'acier. La queue d'un grand rorqual barattait ce mercure. Soudain, Priscilla, pourquoi répéter la retraite exactement? À bâbord, une baleine expira une fleur de vapeur. Le nuage resta en suspens dans la clarté. Pour le panache, chérie, pour le panache. Le lendemain, à 8 heures, nous étions dans un garage derrière la gare de Yaroslav. Il faisait sombre, l'air puait le goudron froid. Moscou rugissait déjà comme une monstrueuse machine à laver les âmes. La boue poissait les rues, le ciel, le moral. Les automobilistes se ruaient vers les embouteillages, des congères flanquaient les trottoirs. Il y avait certainement des cadavres d'ivrognes sous la neige. Au printemps, ils réapparaîtraient. En Russie, on les appelait les perce-neiges. Ils annonçaient les beaux jours, avec autant de fiabilité que les oiseaux migrateurs. Nous avions eu du mal à atteindre l'endroit. En allumant le plafonnier d'un box, nous le découvrîmes.
vert kaki, prêt à nous projeter dans un fossé biélorusse, notre sidecar. Pour désigner cet engin, l'expression motocyclette à panier adjacent est plus esthétique. Ces machines sont des fleurons de l'industrie soviétique. Elles promettent l'aventure. On ne sait jamais si elles démarreront et, une fois lancées, personne ne sait si elles s'arrêteront. Les soviétiques les construisirent dans les années 1930 sur le modèle des BMW de l'armée allemande. Dès lors, elles allaient couvrir le territoire de l'Union. La vision d'une Oural pilotée par Oleg, moujik à casquette, chargé d'enfants à l'arrière, avec dans le panier une paysanne à fichu rouge, Tatiana ou Lena, et un bidon de lait accroché à la roue de secours, est un archétype jungien de la ruralité russe. Aujourd'hui encore, pas un village où l'on en trouve 3 ou 4 modèles, rouillant dans les ombellifères. L'usine Oural continue à vomir ses machines à l'identique. Elle seule résiste à la modernité. Elles plafonnent à 80 km/h. Elles vont par les campagnes dépourvues d'électronique. N'importe qui peut les réparer avec une pince en métal. Elles sont d'un temps où l'homme n'était pas l'esclave de l'électronique, où la sidérurgie régnait dans sa simplicité. Pour les conduire, il faut de l'habitude, ne pas tourner trop vite à droite sous peine de soulever le panier, corriger en permanence le déport vers la gauche. Il faut aussi être doté d'une vie intérieure, car l'Oural est lente et la Russie sans fin. Depuis 20 ans, poussé par un mélange de fascination et de masochisme, j'achetais ces machines. En fait, j'aurais aimé mourir à bord. Napoléon méprisait la météorologie. Un jour de 1809, rencontrant Lamarck, qui venait de jeter les fondations de cette science, il lui cracha « Votre météorologie, qui déshonore vos vieux jours. » Le roi des rois, persuadé de son étoile, ne concevait point que les contingences climatiques puissent se mettre en travers de son destin. Ce n'était pas au ciel de commander. À Vyazma, le 1er novembre 1812, alors que le climat laissait espérer un redout, il lança au prince de Neuchâtel « Les contes qu'on faisait en Russie sur l'hiver ne devaient effrayer que les enfants. Les génies de ce monde affichent toujours un mépris des lois cosmiques proportionnel à la confiance qu'ils accordent à leur minuscule personne. La grande armée avait fait la cigale. La bise s'en était venue. La nuit se flanquait sur la Russie. Les feux de Vyazma ne venaient toujours pas. Les camions nous frôlaient et le trou d'air creusé par leur masse nous aspirait vers le milieu de la chaussée. Nous étions un jouet, ballotté entre des murs de tôle. Un trou sur la route aurait réglé nos ennuis, lavé tout regret. Il fallait composer contre le froid, la buée, la nuit, la circulation, la neige et le verglas. Et parmi tous ces chiens qui nous mordaient au basque, il y avait le pire de tous, le sommeil. Je luttais, à grands coups de poing dans le casque pour ne pas fermer les yeux. Parlons-en de mes yeux. Myope comme un statisticien, je ne distinguais rien à travers la triple protection de mes lunettes, de mon masque et de la visière de mon casque. Au début, j'essayais de nettoyer la buée, mais mes gants pleins de boue laissaient des traînées opaques sur le plexiglas. Alors, recroquevillé sur mon siège, interprétant du mieux le peu que je pouvais distinguer, je me dis que, gras
et Guasque étaient de bien singuliers compagnons. Nous confier leur vie à moi, incapable de distinguer les feux arrière des camions serbes à moins de 30 mètres, manifestait une sacrée preuve d'amitié. Au moins, Guasque avait-il le secours de la foi chrétienne, Maigrat, qui, comme moi, ne croyait qu'à la nuit et aux courses en montagne. Fallait-il tout de même qu'il soit désespéré, ou du moins à peine plus attaché à la vie qu'un panier de sidecar à sa moto tractrice. Vyatsma 10 km, annonçait le panneau. De quel droit se plaindre? A-t-on l'autorisation de geindre sur une route où des hommes se mangèrent entre eux, où les chevaux tombèrent par milliers et furent dépecés vivants par des fantômes, lassés de ronger le cuir de leurs bottes? La raison du voyage que nous accomplissions était précisément de s'enfoncer des visions de cauchemars dans la tête, afin de faire taire les jérémiades intérieures et de tordre le cou à cette mégère, cette pulsion répugnante qui est le vrai ennemi de l'homme, l'auto-apitoiement. Après notre voyage sur le chemin de la retraite française, lorsque je me trouvais sur les falaises trop raides, en des bivouacs trop froids, j'ai souvent pensé à ces bougres, rampant sur la route de glace, emmitouflés dans leurs haillons, nourris de tripes faisandées, et j'ai ravalé la glaire des geignements qui me venaient aux lèvres. Comment sommes-nous arrivés à Vyatsma? Comment nous sommes-nous retrouvés dans ce petit hôtel du centre-ville? Ce soir-là, il chiffrait moins 15 degrés. Les gars, c'est vraiment imbécile, dit Guasque. Tous les trois, n'est-ce pas? On en a fait des choses. Mais là, cette route, au milieu des camions, avec nous accrochés à ce petit panier et Tesson qui ne voit rien, mais c'est l'une des virées les plus dangereuses de ma vie. Et comme nous étions d'accord avec lui, comme nous avions tous les trois senti que le souffle de certains camions dans notre cou sifflait pareillement à la lame de la faucheuse, nous convînmes d'aller nous jeter un bol de bortsch chaud dans le premier café. Nous aimions ces Russes. Chez nous, l'opinion commune les méprisait. La presse les tenait au mieux pour des brutes à cheveux plats, incapables d'apprécier les mœurs aimables des peuplades du Caucase ou les subtilités de la social-démocratie, et au pire pour un ramassis de semi-asiates aux yeux bleus, méritant amplement la brutalité des satrapes sous le joug desquels ils s'alcoolisaient au cognac arménien pendant que leurs femmes rêvaient de tapiner à Nice. Ils sortaient de 70 ans de joug soviétique. Ils avaient subi 10 années d'anarchie eltsinienne. Aujourd'hui, ils se revanchaient du siècle rouge, revenaient à grands pas sur l'échiquier mondial. Ils disaient des choses que nous jugions affreuses. Ils étaient fiers de leur histoire. Ils se sentaient pousser des idées patriotiques. Ils plébiscitaient leur président, souhaitaient résister à l'hégémonie de l'OTAN et opposaient l'idée de l'eurasisme aux effets très sensibles de l'euro-atlantisme. En outre, ils ne pensaient pas que les États-Unis avaient vocation à s'impatroniser dans les marches de l'ex-URSS. Pouah, ils étaient devenus infréquentables. Je côtoyais les Russes depuis le putsch avorté de Gennady Yanaïev, en août 1991. Ils ne m'avaient jamais semblé rongés par l'inquiétude, le calcul, la rancune, ni le doute, vertu de la modernité. Ils me paraissaient des cousins proches, peuplant un ventre géographique bordé à l'est par la Tartarie affreusement vantée et à l'ouest par notre péninsule en crise.
je nourrissais une tendresse pour ces Slaves des plaines et des forêts, dont la poignée de main vous broyait à jamais l'envie de leur redire bonjour. Me plaisait leur fatalisme, cette manière de siffler le thé par une après-midi de soleil, leur goût du tragique, leur sens du sacré, leur inaptitude à l'organisation, cette capacité à jeter toute leur force par la fenêtre de l'instant, leur impulsivité épuisante, leur mépris pour l'avenir et pour tout ce qui ressemblait à une programmatique personnelle. Les Russes furent les champions des plans quinquennaux parce qu'ils étaient incapables de prévoir ce qu'ils allaient faire eux-mêmes dans les 5 prochaines minutes. Quand bien même l'auraient-ils su, ils n'atteignaient jamais leur but parce qu'ils le dépassaient toujours, précisait Madame de Staël. Et puis, il y avait leur rugosité de premier abord. Un Russe ne faisait jamais l'effort de vous séduire. On n'est pas des portiers de Sheraton, tout de même, semblait-il penser en vous claquant la porte au visage. En préalable, ils faisaient la gueule, mais il m'était arrivé de les voir m'offrir leur aide comme si j'avais été leur fils. Et je préférais ces imprévisibilités-là à celles des êtres qui décampaient au moindre nuage après vous avoir caressé le dos avec des familiarités de chatte. Est-ce parce que l'histoire s'était déchaînée sur eux, avec la hargne de la houle sur un récif tropical, qu'ils avaient développé une vision tragique de la vie? Un goût pour la formulation permanente du malheur, une capacité à proclamer sans cesse l'inconvénient d'être né. Nous autres latins, nourris de stoïcisme, nous tentions de jouir de ce qui nous advenait, de saisir le bonheur partout où il chatoyait, de le reconnaître quand il surgissait, de le nommer quand l'occasion s'en présentait. Dès que le vent se levait, en somme, nous tentions de vivre. Les Russes, eux, étaient convaincus qu'il fallait avoir préalablement souffert pour apprécier les choses. Le bonheur n'était qu'un interlude dans le jeu tragique de l'existence. Ce que me confiait un mineur du Donbass, dans l'ascenseur qui nous remontait d'un filon de charbon, constituait une parfaite formulation de la difficulté d'être chez les Slaves. Que sais-tu du soleil si tu n'es pas allé à la mine? Milan Kundera avait souvent déploré l'absence de rationalité dans la pensée russe. Il répugnait à ce penchant des compatriotes de Dostoïevski à toujours sentimentaliser les choses, à éclabousser la vie de pathos, alors même qu'il se rendait coupable d'exaction. Et si c'était là la clé du mystère russe, une capacité à laisser partout des ruines, puis à les arroser par des torrents de larmes. Ce voyage était certes une façon de rendre les honneurs aux mânes du sergent Bourgogne et du prince Eugène, mais aussi une occasion de se jeter de nid de poule en bistrot avec 2 de nos frères de l'Est pour sceller l'amour de la Russie, des routes défoncées et des matins glacés lavant les nuits d'ivresse.